Ce sont deux farceurs russes, Vovan et Lexus, dont la spécialité, ils ont une émission dans une radio et une télévision en Russie. Eh bien, leur spécialité, c'est de piéger les personnalités, y compris les personnalités mondiales. Ils l'ont fait avec Obama, ils l'ont fait récemment avec Christine Lagarde, la patronne de la Banque centrale européenne, qui a parlé effectivement avec eux, pensant parler avec un ministre de l'économie. Elle a parlé de l'euro numérique à venir. Eh bien là, depuis quelque temps, et on a une exclusivité pour vous. L'intégrale de la conversation entre Vovan et Lexus, en tout cas c'était Vovan ou Lexus, qui se sont fait passer pour l'ancien président de l'Ukraine, Petro Poroshenko. Ils se sont fait passer pour lui et ont appelé François Hollande, et François Hollande, qui connaît très bien Petro, mais eux ne se sont pas mis en Zoom, ils ne se sont pas mis, évidemment, ils ne se sont pas montrés. En revanche, François Hollande a répondu en Zoom, donc on le voit, on voit son image, et vous le verrez sur YouTube, sur la chaîne Sud Radio du YouTube. Et ils parlent. Et ils ont parlé pendant au moins un quart d'heure ou 20 minutes de tout. Des accords de Minsk, de la réforme des retraites, absolument de tout. C'est absolument passionnant. Et vous verrez, c'est un document unique. Alors, est-ce qu'un président ne devrait pas dire ça? Je ne sais pas. C'est très intéressant, voilà. C'est une technique journalistique qui existe depuis longtemps. C'est évidemment un piège, mais Hollande a répondu très cash, très franc. Et écoutez, c'est vraiment, ça vaut son pesant d'or. Bonjour, Monsieur le Président. Je suis très heureux de te voir, cher François. Comment vas-tu, mon ami? Bonjour Petro, je vais bien mieux que, hélas, la situation en Ukraine. Je suis bien sûr tout ce que vous faites sur place et je suis heureux de pouvoir m'entretenir avec toi de la situation. Au fait, comment va-t-il, mon ordre de la liberté? J'espère que tu le portes. Oui, je le porte et je suis fier de le porter dans le contexte que nous connaissons. Mon soutien à l'Ukraine est total et je fais en sorte, partout où je peux m'exprimer, de demander que l'Ukraine puisse disposer des armements qui lui sont nécessaires. À ma connaissance, tu as rencontré Emmanuel récemment. Qu'est-ce qu'il dit à propos de l'Ukraine? Qu'est-ce qu'il en pense dans l'ensemble? Emmanuel Macron a été longtemps dans l'idée qu'il pouvait jouer un rôle pour une négociation entre l'Ukraine et la Russie. Je pense qu'aujourd'hui, il a pris conscience que cette position-là était intenable. Deuxièmement, il a dit qu'il était prêt à fournir des armements, que l'Ukraine en consommait beaucoup, mais qu'il était important de lui en fournir et que nous sommes sans doute dans une guerre longue. Il a aussi convenu que Poutine, en ce moment, ne pouvait pas être un interlocuteur. Oui, je sais que l'artillerie, les chars, mais en ce qui concerne les chasseurs, je sais que la Grande-Bretagne veut déjà fournir des avions. Pour toi, est-ce que Macron va nous fournir des F-16 que nous demandons et des armes à longue portée? Je pense que l'intérêt de l'Ukraine est de recevoir des armes qui peuvent être utilisées dans un délai rapide et ne pas se focaliser sur des armes qui exigent des temps d'entraînement, de formation ou des pièces de rechange compliquées. Donc tout ce qui peut être un matériel immédiatement disponible pour résister à l'offensive russe, c'est ça qu'il faut demander aussi bien au Premier ministre britannique qu'aux pays européens. Et de les livrer massivement et pas simplement au compte-gouttes. Et plus la demande est sur des chars lourds ou des avions extrêmement sophistiqués comme les Rafales, plus la livraison risque d'être limitée en nombre. Ah, mais en fait, je pense que tu es d'accord avec moi qu'aujourd'hui, ce n'est pas une guerre entre l'Ukraine et la Russie, c'est la guerre entre le monde occidental et le monde russe. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je pense que de l'issue de la guerre en Ukraine va dépendre un nouvel équilibre du monde. Si l'Ukraine gagne, ce que je souhaite de tout mon cœur, il y aura nécessairement pour les régimes autoritaires un coup d'arrêt, aussi bien pour la Chine vis-à-vis de Taïwan que pour d'autres pays qui sont tentés, comme l'Iran, d'aller plus loin, ou même la Turquie, même si la Turquie aujourd'hui est dans une autre situation. Donc,
il est très important que la victoire revienne à l'Ukraine, non pas simplement parce que ce seraient des territoires que l'Ukraine reprendrait, qui lui appartiennent. C'est pour ça que la demande des Ukrainiens sur le plan militaire ne peut pas être simplement pour gagner quelques kilomètres carrés. Il faut vraiment que ce soit une offensive qui permette d'infliger à Poutine une vraie défaite. Mais dans ce cas-là, tu es d'accord qu'aujourd'hui la France, comme l'Union européenne, elle participe également à cette guerre, bien qu'à leur propre niveau. Oui, ils ne veulent pas être belligérants au sens où la Russie pourrait prendre prétexte de leur soutien pour agir sur un pays européen voisin et entraîner le monde dans une guerre qui irait au-delà de l'Ukraine. Mais sans être belligérants, ils sont, comme tu l'as dit, participants. Mais nous, en fait, comme tu le comprends, actuellement l'Ukraine mène cette lutte pour l'ensemble de l'Union européenne. Oui, je partage ce point de vue. C'est pour ça que les demandes ukrainiennes à l'Union européenne doivent être fortes, sérieuses et suffisamment ciblées pour aider au maximum l'Ukraine. Il y a l'aspect politique, c'est un point important. Donc, ce dont vous avez besoin, ce sont les avions F-16, ce sont des avions américains. Et la formation des pilotes peut être assurée par d'autres que les Américains, puisqu'il y a des pays qui utilisent des F-16. Et une autre question qui me préoccupe. Penses-tu que l'Europe va tenir le coup? À quel point elle va résister? L'Europe a été très durement touchée, notamment par les sanctions anti-russes. Les tarifs en Europe, comme le disent mes amis, mes nombreux amis, ont augmenté. L'inflation a également augmenté à présent. Et l'Europe sera-t-elle en mesure de faire la guerre à la Russie sur le plan économique maintenant? Dans quelle mesure elle va tenir? Oui, cette question, je me la suis posée au début du conflit quand les prix du gaz et de l'énergie ont flambé en Europe. Ça, c'est vrai. Et peut-être que ce n'est pas utile de faire une réforme des retraites en ce moment quand il y a une guerre aux portes de l'Europe qui devrait nous mobiliser. Mais comme tu l'as dit, je ne suis plus au pouvoir et donc s'il n'avait tenu qu'à moi, il n'y aurait que le sujet de notre propre sécurité, de celle de l'Ukraine et de la lutte contre l'inflation qui aurait été posée. Mais les médias font leur travail en France et il y a encore beaucoup de sujets d'actualité qui portent sur l'Ukraine dans les journaux télévisés. Mais j'ai une autre question, probablement la principale. Il est maintenant question d'un accord de paix. Monsieur Macron dit que nous devrions nous asseoir à la table des négociations. Le chancelier Scholz en parle également. Les États-Unis sont bien sûr contre. La question est donc, qu'est-ce que nous devons faire? Devons-nous nous asseoir à la table des négociations maintenant? Aujourd'hui, une négociation avec Poutine aboutirait au statu quo. Donc, tant que l'Ukraine veut poursuivre le combat, tant que l'Ukraine se met en situation de faire reculer les Russes, il ne peut pas y avoir de négociation. Ça veut dire, cher François, tu penses que nous devrions les expulser de la Crimée et du Donbass, et ensuite seulement pour parler de paix? Oui, parce que je ne vois pas que dans une négociation, Poutine pourrait accepter en termes de retrait de ses forces du Donbass et a fortiori de la Crimée. Donc toute la question, c'est de savoir si l'Ukraine, avec les aides qui peuvent lui être apportées, a les moyens militaires de faire reculer Poutine. Si elle ne les a pas, ces moyens militaires, alors oui, la négociation est nécessaire. Mais nous devons nous battre jusqu'au dernier Ukrainien, je pense. Il n'y a pas de négociation et il ne faut pas que des leaders européens évoquent le mot négociation tant que vous êtes dans cet état d'esprit et tant que vous avez la capacité de vous battre jusqu'au dernier. Да, по поводу мирных переговоров. Вот я буду честен сейчас. À propos des pourparlers de paix, je vais être honnête maintenant en ce moment. Les accords de Minsk étaient à l'origine désavantageux pour l'Ukraine, malheureusement. Bien sûr, nous n'aurions pas dû accepter les plans de Poutine de négocier avec les séparatistes. C'est notre faute. À Minsk, comme tu t'en souviens, nous n'étions pas autorisés à dormir ou à manger. Et nous avons signé ces accords. C'était une torture. Et toi-même, tu te rappelles, tu me persuadais de les signer et Angela disait aussi que ce serait mieux. Eh bien, on peut voir où ça nous a emmenés. Oui, même si dans les accords de Minsk, il y avait
l'affirmation de l'intégrité territoriale de l'Ukraine et du contrôle de la frontière qui devait être rétabli. Mais tu as raison, nous nous sommes enlisés après Minsk. C'est la faute, hélas, de l'absence de pression suffisante du camp européen sur Poutine pour qu'il puisse y avoir le retour à l'intégrité territoriale et la fin du séparatisme. Et puis, il y avait les difficultés propres à l'Ukraine que tu as connues, d'une difficulté d'avoir une majorité sur un certain nombre de textes. Et ça, je pense que ça a aussi été utilisé par Poutine, alors que l'Ukraine n'était pas responsable. Oui, mais si tu t'en souviens, il fallait d'abord parler aux séparatistes, se mettre d'accord sur des élections, puis organiser les élections, et enfin reprendre la frontière. Nous aurions dû insister pour que nous reprenions la frontière d'abord, et ensuite organisions les élections. Malheureusement, on a eu tort sur ce point, et Poutine en a profité. Bon, alors donc, la solution pour l'instant, elle est militaire, elle n'est pas diplomatique. Eh bien, moi je pense que tu es d'accord avec moi. Quand nous avons signé les accords de Minsk, nous savions que la guerre était inévitable, mais nous avons eu besoin de nous préparer pendant toutes ces années, de renforcer notre armée afin d'être prêts à cette guerre. Et les accords de Minsk nous ont donné du temps pour équiper l'armée, et Angela Merkel l'a déclaré récemment. Oui, elle a eu raison de le dire, parce que il y avait l'idée que c'était Poutine qui avait voulu gagner du temps. Non, c'est nous qui voulions gagner du temps pour permettre à l'Ukraine de se rétablir, de renforcer ses moyens militaires. Et c'est pour ça qu'il faut défendre la négociation de Minsk, dans laquelle tu as joué un rôle très important. Il faut la défendre parce que c'est précisément pendant ces 7 ans qu'il y a eu pour l'Ukraine des moyens de se renforcer. Et c'est là que Poutine s'est trompé, c'est qu'il a sous-estimé la capacité des Ukrainiens et leur résistance. Moi-même, j'aurais sans doute à venir en Ukraine un moment ou un autre, mais pour l'instant, je pense que c'est à vous de faire en sorte de nous défendre, parce que c'est vous qui nous défendez aujourd'hui. Je vais juste, excuse-moi François, juste aborder quelques autres brefs sujets. Je peux dire que la seule chose où nous avons réussi à dépasser Poutine, à part les accords de Minsk, c'est l'année 2013, lorsque nous avons réussi à chasser Yanukovych et à faire entrer l'Ukraine dans l'Union européenne. Oui, je pense que tu as joué un rôle très important à ce moment-là. Je me souviens encore quand tu es venu à l'Élysée avec Bernard-Henri Lévy et que tu étais accompagné par Klitschko. Et c'était au tout début du processus. Et si vous n'aviez pas été là, il n'y aurait pas eu Biden, il n'y aurait pas eu la victoire que vous avez obtenue en chassant Yanukovych. Donc, ce rôle historique qui a été le tien est très important à rappeler. Très bien, Président. Merci pour cette conversation. Je te souhaite le meilleur. Restons en contact et bien sûr, je t'attends à Kiev. C'est plus ou moins sûr là-bas maintenant. Bah, écoute, ça sera avec plaisir que je me rendrai auprès de toi et auprès des autorités ukrainiennes pour vous témoigner de mon amitié et avec toi de mon meilleur souvenir de tout ce que nous avons fait ensemble. Merci, Petro, et à bientôt à Kiev et j'espère un jour à Paris. Au revoir. Au revoir, mon ami. Au revoir. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Un vrai Hollande, un faux Poroshenko. Une conversation qui fera date. Hollande égal à lui-même, très franc, mais qui affirme et qui corrobore ce que disaient certains et qui paraissait du pur complotisme, c'est que Angela Merkel et François Hollande avaient effectivement signé les accords de Minsk pour permettre, et c'est leur droit le plus strict et c'est légitime, de permettre à l'armée ukrainienne de se renforcer, de se refaire, mais pourquoi ne pas le dire à ce moment-là ? Deuxièmement, il parle de son soutien, d'envoyer des armes le plus possible, de ne pas négocier avant qu'il n'y ait une défaite de Poutine. Et tout ça, c'est clair. En tout cas, ça est clair, vous voyez. C'est ce que j'appelle la vérité qui s'avance masquée. C'est le masque qui dit la vérité.
Ce n'est pas une technique à aborder en permanence, sûrement pas, et ça peut risquer effectivement d'étranges dérives, mais c'est intéressant quand le témoignage. Vous vous rappelez du livre de Davé et l'homme, un président ne devrait pas dire ça, les 100 heures qu'ils ont passées à François Hollande. Eh bien, le président continue à dire, et ce n'est peut-être pas plus mal. Voilà.